La dernière fois, je vous avais présenté globalement le modèle ISLM. Maintenant, je vais vous expliquer en détail de quoi est constitué ce modèle. On va commencer d'abord par la courbe IS et on va voir pourquoi cette courbe est décroissante de cette manière. Je vous rappelle que IS représente l'ensemble des points d'équilibre entre l'offre globale et la demande globale dans une économie en sous-emploi. L'offre globale est représentée par Y, notre revenu national ou bien notre PIB, le produit intérieur brut, et la demande globale, c'est celle exprimée par les différents agents économiques. Vous avez les ménages consomment, les entreprises investissent et l'État engage des dépenses publiques. Dans cette analyse, on ne va pas prendre en compte l'agent économique reste du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exportation et il n'y a pas d'importation, c'est-à-dire qu'on est dans une économie fermée. Pour bien comprendre la courbe IS, on va déterminer de quoi dépend la consommation des ménages, de quoi dépend l'investissement et de quoi dépendent les dépenses publiques. La consommation, comme nous avons vu, c'est une fonction du revenu national. Donc la consommation des ménages dans une économie nationale est égale à la propension marginale à consommer, on va le nommer petit c, fois notre revenu national qui est Y. Et là, on parle de revenu disponible, plus C0. C0, c'est ce qu'on appelle la consommation autonome. C'est-à-dire que c'est une consommation qui ne se base pas sur le revenu national, sur le revenu des ménages, mais se base sur autre chose, le patrimoine des ménages par exemple. Ce revenu disponible est égal au revenu des ménages moins les impôts et taxes. Et le petit c ici représente la propension marginale à consommer. C'est-à-dire quoi marginale? C'est-à-dire que si on augmente le revenu, on va dire la variation du revenu est de 1000 euros, si on donne 1000 euros supplémentaires aux ménages, c'est quoi la part qui va être consommée? Il y a petit c qui va être consommé, et petit c, c'est une proportion donc est comprise entre 0 et 1, c'est un pourcentage, et ce qui reste, c'est-à-dire 1 moins petit c, va être épargné, égal à S. La question est la suivante, si j'augmente mon revenu national de 1000 euros, quelle est la proportion dans ce 1000 euros qui va être consommé? C'est le petit c. Et quelle est la proportion qui va être épargnée? Si je reviens à mon circuit économique, vous voyez ici les profits et les salaires, c'est le revenu national, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ce revenu national va être utilisé de trois façons différentes. Vous avez la consommation, l'épargne et l'impôt et taxes. Alors, l'impôt et taxes, c'est une obligation, c'est des prélèvements obligatoires, donc on va les supprimer. On va analyser juste le revenu disponible après avoir payé l'impôt et taxes. Et ce revenu disponible va être utilisé forcément de deux manières, l'épargne et la consommation. Et la propension marginale à consommer donne la proportion consacrée à la consommation de chaque euro supplémentaire. Si j'ai 1 euro ici de plus, cet euro-là va être, par exemple, si on suppose que la propension marginale est de 0,8, eh bien 80 cents va être consommé et 20 cents va être épargné. C'est ça ce que ça veut dire, la propension marginale à consommer. Alors, on va revenir à notre équation. Donc là, on voit clairement que si j'augmente le revenu disponible, la consommation va augmenter. La consommation est une relation croissante du revenu disponible. Donc, on va noter ici par rapport à C, il s'agit d'une fonction croissante du revenu disponible. On va mettre un petit plus pour dire que c'est une fonction croissante du revenu disponible. Maintenant, on va analyser le I, c'est-à-dire les investissements. De quoi dépendent les investissements des entreprises? Ça dépend principalement du taux d'intérêt. C'est une fonction de notre R qui est le taux d'intérêt réel et c'est une fonction décroissante, c'est-à-dire que ça dépend négativement du taux d'intérêt.
Si le taux d'intérêt augmente, les investissements des entreprises vont baisser et si le taux d'intérêt baisse, les investissements vont augmenter. Pour comprendre ça, il faut savoir c'est quoi la logique en fait d'un investissement. L'investissement, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble de coûts. Vous allez acheter par exemple des machines, vous allez acheter de la matière première, vous allez payer des charges salariales et tout ça, c'est un investissement. Et à quoi on compare cet investissement? Ou bien, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur va engager ses coûts? C'est le fait de les comparer aux bénéfices futurs que cet investissement va générer. Donc, il s'agit de comparer des bénéfices dont la valeur se trouve dans le futur. Ces bénéfices doivent être comparés à un investissement engagé aujourd'hui. Donc, logiquement, pour comparer deux valeurs qui se trouvent à des dates différentes, il faut actualiser ces bénéfices. Il faut ramener ces bénéfices à la date d'aujourd'hui et comparer leurs valeurs pour savoir est-ce qu'il est avantageux d'engager cet investissement ou bien c'est préférable d'épargner ou bien de placer l'argent à la banque à un taux d'intérêt. Toute cette comparaison va se faire avec le taux d'intérêt. Si vous avez par exemple un investissement aujourd'hui de 1000 euros, et que vous estimez que cet investissement va générer 150 euros de bénéfices chaque année pendant 8 ans, par exemple. Eh bien, comment on fait la comparaison entre ces bénéfices et ce 1000 euros? On va actualiser ces bénéfices à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va calculer notre valeur actuelle nette. Et cette valeur actuelle nette va se baser sur le taux d'intérêt. C'est les bénéfices sur 1 plus le taux d'intérêt. Je vais prendre en considération le taux d'intérêt réel. On va comparer cette valeur avec l'investissement. Si cette valeur est supérieure à 0, alors notre investissement est rentable. Si cette valeur est inférieure à 0, alors notre projet n'est pas rentable. Dans cette relation, il faut que cette valeur-là soit la plus grande possible. Et vous voyez bien que si le R monte, cette valeur-là va être faible. Donc plus R monte, plus les investisseurs vont ralentir leur investissement. Il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt et l'investissement. Ou bien on peut faire un autre raisonnement, c'est de dire par exemple que si notre taux d'intérêt est très élevé, eh bien ceux qui ont de l'argent vont préférer placer leur argent à la banque au lieu d'investir, puisque le taux d'intérêt va leur permettre d'avoir des sommes d'intérêt importantes. Et si le R est faible, dans ce cas, il y aura plus d'investissements, même à faible rentabilité. On espérerait avoir des bénéfices qui dépasseraient ce qu'on obtiendrait en plaçant notre investissement à un taux d'intérêt faible. Il reste notre dernier élément qui est G, les dépenses publiques. Alors pour les dépenses publiques, c'est une variable exogène. Exogène, ça veut dire quoi exogène? Ça veut dire que ça ne dépend pas du système économique. La valeur de G est déterminée par des actions politiques qui sont à l'extérieur du système économique. Ça se décide au niveau politique. Donc c'est une variable exogène qui ne dépend pas des paramètres du système économique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est cette partie-là. Donc vous avez la consommation et l'investissement. La consommation, c'est une fonction croissante du revenu disponible et l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu l'analyse ISLM et on va voir surtout pourquoi la courbe IS est décroissante. Je vous rappelle que IS représente les équilibres sur le marché des biens et services. Et je vous avais expliqué que sur le marché des biens et services, l'équilibre est identifié par l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est Y, et la demande globale, c'est la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses publiques. Et cette courbe de IS n'est rien d'autre que la représentation de cette offre globale égale demande globale. L'offre globale, Y, est égale à la demande globale, la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Cette équation, on peut l'écrire de la manière suivante. On a la proportion
marginal à consommer, petit c, fois revenu disponible des ménages, plus la consommation autonome, ça c'est notre C, plus l'investissement, on a dit que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, on peut indiquer ça par un petit moins ici, plus les dépenses publiques. Alors, je vais supprimer pour le moment la courbe LM, ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va garder juste cette courbe IS et on va voir pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi cette courbe est décroissante. En fait, IS n'est rien d'autre que la représentation de cette équation-là, que je vais écrire proprement. Vous voyez que dans cette relation-là, on a deux variables. Vous avez le revenu et vous avez le taux d'intérêt R. Le reste, c'est des constantes. On a dit que les dépenses publiques, c'est exogène, c'est une donnée, et C0, c'est une constante. La propension marginale à consommer est une constante également. Tout le reste dans cette équation, il y a deux variables. Donc, on peut représenter notre R en fonction de Y. Pour démontrer que la courbe IS est décroissante, on va prendre un taux d'intérêt n'importe, celui-là par exemple. Donc ici, on a un taux d'intérêt, on va le nommer R1. Ce R1 correspond à l'équilibre à cette production nationale, qu'on va nommer Y1. On va supposer que le taux d'intérêt baisse à R2. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que avec cette baisse du taux d'intérêt, est-ce que notre Y va croître ou bien va baisser? Pour savoir si Y va croître ou bien baisser, eh bien, on sait que la baisse du taux d'intérêt va faire croître l'investissement. On a dit que l'investissement dépend des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt baissent, l'investissement augmente. Et si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement baisse. Alors, le fait d'augmenter l'investissement, bien sûr, on va avoir une demande globale qui va augmenter. Une demande globale qui monte, ce qui va avoir comme effet l'augmentation de la production nationale. Donc notre Y augmente. On va avoir un autre Y, donc notre Y va augmenter dans ce sens-là. Donc on va avoir un autre Y ici. Y2, qui correspond au taux d'intérêt R2. Ici, au contraire, on a le taux d'intérêt qui monte vers, on va dire, R3. À ce moment-là, la production va baisser parce que l'augmentation des taux d'intérêt font baisser les investissements, ce qui va faire baisser la production. Donc, on va avoir un autre taux d'intérêt ici, par exemple. Vous allez avoir Y3 à ce niveau-là. Donc, si on rejoint tous ces points d'équilibre, on va avoir une droite, bien sûr, décroissante de IS. Voilà globalement pourquoi IS est une fonction décroissante. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.